Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. En Centrafrique, le chef de l'État, Faustin-Archange Touadéra, est en déplacement à Bria au nord. C'est la deuxième ville du pays visitée par le président depuis son élection en mars 2016. Au Mali, le gouvernement annonce une opération militaire dans le centre du pays. Une décision qui intervient après une série d'attaques perpétrées à l'encontre des forces armées maliennes présentes dans la région. Et puis, stratégie de relance de la production du cacao guinéen. Les problèmes rencontrés depuis plusieurs années par le secteur caféier imposent une meilleure appréhension caractéristique de la production agricole. En Centrafrique, le président Faustin-Archange Touadéra vient de conclure son deuxième voyage dans la région de Bria. Son objectif étant de rassurer et de répondre aux inquiétudes de la population. Les précisions dans ce sujet d'Olivia Yérédobré. Visite officielle du président Archange Touadéra à Bria, capitale de la Haute-Koto. Bria est une ville située dans le nord de la Centrafrique, encore marquée par un climat sécuritaire fragile. En effectuant cette visite, pour la première fois depuis qu'il a accédé à la magistrature suprême de l'État, le chef de l'État a voulu rassurer les autorités politiques et administratives, ainsi que la population de la ville. Depuis sa prise de fonction comme président de la République, chef de l'État élu, le président, professeur Archange Touadéra, a voulu faire des déplacements dans certaines localités et des localités où il y a des problèmes de sécurité. Donc, comme il a toujours tenu à la restauration de l'autorité de l'État, il était donc Bria, d'abord pour l'inauguration des bâtiments administratifs construits avec l'appui financier de la MINUSCA, qui a réhabilité certaines infrastructures administratives. Le président Faustin-Archange Touadéra en a profité pour rencontrer des responsables des groupes armés, notamment des ex-Séléka inscrits dans le processus de désarmement, démobilisation, réinsertion. Nous avons vu des ex-combattants qui ont montré leurs œuvres. Certains des produits des champs, certains des produits d'artisanat. Nous voyons que le DDR marche très bien et il y a eu une volonté manifeste des ex-combattants d'adhérer à ce processus. Et aujourd'hui, nous avons eu des échanges avec les quelques représentants des groupes armés qui ont montré leurs bonnes intentions de suivre le processus DDR. Et je pense que les choses vont dans le bon sens. La population est très engagée pour la paix et pour la réconciliation nationale. Et c'est ce message-là que je leur ai porté en Songo pour les encourager à rester dans cette voie. Il n'y a pas d'autre issue que la recherche de la paix et de la réconciliation nationale. Le chef de l'État, Faustin-Archange Touadéra, a promis de faire une visite par mois dans les régions tout au long de son quinquennat. Afin de mettre fin à la corruption dans l'importation du blé en Égypte, le gouvernement a créé un nouveau ministère, celui de l'approvisionnement. Le Parlement a approuvé ce mardi la nomination d'un militaire à sa tête. Il s'agit du général Mohamed Ali El-Sheikh et il aura donc pour mission de redresser le secteur du blé, l'un des domaines clés de l'économie du pays. Au Mali, les autorités ont décidé de renforcer le système sécuritaire. Face aux multiples attaques dans le centre Mali, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a donné ce lundi quelques précisions sur les objectifs du gouvernement. Corinne Kandem. Le Mali met en place un nouveau plan sécuritaire en vue d'assainir la situation au centre du pays. C'est l'information majeure tirée de la rencontre entre le général Salif Traoré, ministre de la Sécurité et de la Protection, et la presse ce lundi 5 septembre 2016 à Bamako. Une décision qui survient après une série d'attaques perpétrées à l'encontre des forces armées maliennes dans le centre du pays et également la brève occupation de la localité de Boni située dans la région de Mopti par des djihadistes vendredi 2 septembre 2016. Il faut une vraie intégration militaire et c'est ce que nous avons décidé. Cela va permettre de réduire un petit peu la circulation des armes légères. Nous allons également, dans le cadre des relations avec les pays frères et amis, qui sont la Mauritanie, l'Algérie, le Niger, le Burkina Faso, mener des opérations de patrouille, qui nous permettront également d'empêcher au niveau des frontières la circulation des armes, pour nous permettre d'avoir un meilleur contrôle sur le centre.
Avec le soutien des pays voisins, le Mali compte lancer une opération militaire d'envergure dans cette région où le climat sécuritaire se dégrade. Les effectifs de police et de gendarmerie y seront renforcés pour contrer les assaillants et dans la foulée y réinstaller l'administration qui a déserté la région à cause de l'insécurité. Certains observateurs s'accordent pour dire que ce défi sera plus facile à relever si la population malienne est davantage impliquée. Le mini-remaniement que nous avons vu ces derniers jours est le signe aujourd'hui qu'il y a de véritables difficultés pour le gouvernement et pour l'État de façon générale de pouvoir trouver une solution à la question sécuritaire. Mais qu'à cela ne tienne, aujourd'hui nous disons que pour arriver à bout de ce fléau, il faut impliquer la population. Or nous voyons de plus en plus que dans le dispositif de défense de notre pays, les populations ne sont pas suffisamment impliquées en termes de renseignement, en termes surtout de prévention. Or, aujourd'hui, c'est cette question-là qu'il faudra régler si nous voulons véritablement résoudre cette question-là. Il y a cette nécessité de lutter d'abord contre l'insécurité. Et cela ne peut se faire que si l'administration est redéployée, que si l'armée nationale est redéployée sur l'ensemble du territoire. Et cela donnera un sentiment de sécurité aux populations. Cela donnera justement une forme de collaboration avec l'armée nationale pour qu'elle puisse faire face à sa fonction régalienne. Par ailleurs, l'État prévoit également une politique de main tendue vers les combattants des groupes armés de la région de Mopti qui sont prêts à être démobilisés afin d'intégrer le processus de paix. Dans le cadre de la diversification de l'économie, le gouvernement équato-guinéen s'engage à relancer le secteur du cacao. Cette fève a été la principale source de l'économie du pays jusqu'en 1978. Mais avec l'apparition des hydrocarbures dans les années 90, la production du cacao a considérablement baissé. Léopoldo Enamambaswe, notre correspondant en Guinée équatoriale. Après plus de 15 ans de paralysie, la Guinée équatoriale relance la production de cacao dans l'ensemble du pays. À travers le ministère de l'Agriculture, le gouvernement équato-guinéen souhaite relancer la principale source de l'économie du pays dans les années 90. Avec l'exploitation du pétrole en 1994, la production de cacao a considérablement baissé en raison de la centralisation de l'économie nationale dans le secteur pétrolier et le manque de main-d'œuvre. La Guinée équatoriale vivió Avant le boom pétrolier, la Guinée équatoriale vivait principalement du cacao et du bois. Mais malheureusement, ces secteurs ont été abandonnés par le manque de main-d'œuvre, parce que la plupart des agriculteurs de l'époque étaient des Espagnols et surtout des Nigérians. La relance de la production du cacao dans l'ensemble du pays représente une opportunité pour les agriculteurs. Jusqu'à son indépendance en 1968, la production de cacao en Guinée équatoriale était de 40 000 tonnes par an. Mais depuis lors, le pays n'a pas pu obtenir un chiffre similaire. Les agriculteurs dénoncent le manque d'engrais et la faiblesse des subventions. Auparavant, il fallait moins de 5 ans pour récolter le cacao. Mais aujourd'hui, nous devons attendre environ 8 ans. Il est nécessaire d'avoir un mécanisme qui peut nous aider à récupérer les anciennes techniques de production. Si on ne trouve pas de solution adéquate dans un délai de 10 ans, il n'y aura plus de cacao dans l'île de Bioko. La subvention dans le domaine de la production du cacao ne suffit pas. C'est le principal problème et nous aimerions que l'idée de relancer la production du cacao soit une réalité et de même nous souhaitons également que l'Institut de promotion agricole puisse augmenter la subvention. Dans le cadre de la diversification de l'économie, le gouvernement équato-guinéen s'engage à relancer la plantation du cacao dans l'ensemble du pays. À travers l'Institut national de production agricole de Guinée équatoriale IMPACE, les agriculteurs du cacao commercialisent leurs produits dans le marché international, notamment Espagne, Allemagne, Suisse et Portugal. En Côte d'Ivoire, le gouvernement met en place des innovations dans le système scolaire pour la rentrée 2016-2017. Une de ces mesures concerne les enfants du CM2 âgés de 13 à 15 ans qui pourront désormais bénéficier de classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle. Gladys Mwamba. Innovation pour la rentrée scolaire 2016-2017 en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien a annoncé le 31 août 2016 l'ouverture de classes préparatoires au certificat d'aptitude professionnelle CAP à partir du CM2 dès la rentrée académique 2016-2017. Cette réforme concerne les enfants âgés de 13 à 15 ans et débutera par une phase expérimentale dans 10 établissements du pays. C'est une
innovation majeure. Nous allons l'expérimenter cette année à la rentrée. Selon nos textes ici, l'apprentissage pour les enfants, les métiers commence à l'âge de 14 ans. Donc, les lois sont formées là-dessus. Pour que les enfants rentrent en apprentissage, il faut qu'ils aient cet âge. Et nous allons les prendre pour que pendant les 2 années qui viennent devant eux, avant la classe de 5e, ils puissent s'immerger dans un environnement professionnel. C'est-à-dire qu'ils auront les premiers contacts dans les ateliers, les premiers contacts sur des métiers, etc., pour que leur génie, leur capacité puissent se développer. Et en ce moment-là, après les 2 années, ils pourront faire un choix de savoir s'ils continuent pour aller faire un véritable CAP, bien s'ils reviennent dans l'enseignement général. Les autorités ivoiriennes ont mis en place une série de mesures pour endiguer le taux de chômage estimé à 5,3% selon les critères internationaux. Lors de la rentrée scolaire 2015-2016, l'école est devenue obligatoire de 6 à 16 ans. Cette politique aurait engendré une hausse de scolarisation de 7% dans le primaire et de 10% dans le secondaire. L'État ivoirien souhaite désormais intégrer les perspectives professionnelles au plus tôt dans le système éducatif. L'école primaire, l'école générale ne peut pas tout absorber. 80% arrivent à franchir le cap du CM2. Les autres restent à la maison. Mais en même temps que nous le faisons, nous ne voulons pas que la formation professionnelle d'enseignement technique soit le choix secondaire, que ce soit un premier choix, permettre aux enfants, dès le départ, de faire ce premier choix. Donc, c'est que nous devons accroître nos capacités, qui sont actuellement insuffisantes, pour accueillir tout ce monde qui ne pourrait pas, n'est-ce pas, franchir le CM2. C'est une opportunité que nous ouvrons pour l'ensemble des enfants. La rentrée scolaire 2016-2017 effective est prévue lundi 12 septembre 2016 en Côte d'Ivoire. Une rentrée placée sous le thème de la réussite pour tous dans un système éducatif de qualité. La 2e édition du Festival Alphabet Africa est ouverte depuis ce mercredi 7 septembre dans une école de Brazzaville. Grâce à la marelle jeu contenant des lettres de l'alphabet, les enfants apprennent à lire. Ce festival initié par Jean-Paul Waboté dans le but de lutter contre l'illettrisme fera le tour de Brazzaville, la capitale congolaise. Deva Penzou, notre correspondante au Congo. C'est dans l'enceinte de l'école Massamba Raphaël Awenze qu'ont débuté les activités de cette 2e édition. Le but de la marelle Alphabet Africa, c'est d'apprendre aux enfants la maîtrise de l'alphabet à 26 lettres afin de les aider à enrichir leur vocabulaire dans diverses langues congolaises comme le lingala et le kituba. Parmi les jeux qu'ont découvert les enfants ce mardi 6 septembre, le Nzango Alphabet, où les 2 participants lisent l'alphabet tout en donnant un mot qui correspond à la lettre citée. Une idée que l'auteur a eue en se rappelant de son enfance. L'idée m'est venue quand j'étais enfant et je voyais que d'autres enfants n'avaient pas accès à l'école. D'autres enfants ne partaient pas à l'école et quand je suis devenu adulte, j'ai eu l'idée de créer des jeux pour que les enfants puissent apprendre l'alphabet tout en jouant. La marelle Alphabet Africa a été implantée dans les 9 arrondissements de Brazzaville suite au succès de la première édition de ce festival. Des pays comme le Qatar ont trouvé l'intérêt de cet outil pédagogique. Jean-Paul Wabotaï souhaite intéresser les Congolais à s'approprier leur langue. Ainsi, des abécédaires Amboshi, Lari, Lingala et Kituba sont en préparation. Pourquoi ces abécédaires en plusieurs langues? Notre culture congolaise est tellement riche. Quand on parle beaucoup de langues, cela montre la richesse de notre culture. Alors moi, je voulais faire un clin d'œil à notre culture pour dire, voilà, nous parlons plusieurs langues, ça veut dire nous sommes encore plus évolués, plus intelligents, on va dire. Ce festival suscite peu d'engouement auprès des Congolais. En 2015, Samarel a été nommé projet innovant du 21e siècle par l'UNICEF, répondant au défi mondial de l'éducation de base et de l'éducation pour tous. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.